Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. La campagne électorale en vue de la présidentielle en Côte d'Ivoire se poursuit. Ce dimanche, 4e jour de campagne, nous sillonnerons les quartiers pour voir l'ambiance et les messages véhiculés. Les équipes du candidat du RHDP, Alassane Ouattara, et celui de KKB, Konan Kouadio-Bertin, s'activent sur le terrain pour convaincre les électeurs. Ce 18 octobre marque la date anniversaire de la naissance du premier président de la République de Côte d'Ivoire. Félix Houphouët-Boigny, né le 18 octobre 1905, aurait eu 115 ans s'il vivait encore. Mais la Côte d'Ivoire ne l'oublie pas, une journée pour honorer sa mémoire et mettre en lumière ses valeurs de paix et du pardon a été organisée ce dimanche. Cimetières vandalisés, tombes profanées, qui sont ces individus qui troublent le repos des défunts. Tous les moyens sont bons pour certaines personnes assoiffées de gains pour se réaliser. Ce soir, nous vous proposerons une enquête exclusive qui nous mènera dans le secret des profanateurs des tombes. Ce dimanche, plus de 5 millions d'électeurs étaient aux urnes pour élire leur président de la République en Guinée. 12 candidats sont en liste, dont l'actuel chef de l'État, Alpha Condé. L'issue du scrutin devrait se jouer entre le sortant Alpha Condé et son adversaire de longue date, Cellou Dalein Diallo. Soyez les bienvenus sur RTI 1. La campagne électorale en vue de la présidentielle en Côte d'Ivoire se poursuit ce dimanche, 4e jour de campagne. Nous sillonnerons encore les quartiers pour voir l'ambiance et les messages véhiculés, et c'est bien sûr dans ce 20h. Nous sommes à J-13 de la présidentielle ivoirienne. Ce dimanche, 18 octobre, 4e jour de la campagne électorale. Le candidat indépendant Kouadio Konan-Bertin dit KKB a échangé cet après-midi avec la délégation ministérielle de la CEDEAO sur la conduite du processus électoral. La cérémonie a eu pour cadre le siège de la CEDEAO à Cocody. Flora Balogué. Au 4e jour des activités consacrées à sa participation à l'élection présidentielle du 31 octobre prochain, le candidat indépendant Kouadio Konan-Bertin a été reçu par la délégation ministérielle de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, dans ses locaux. Cette délégation, conduite par le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale du Ghana, Mme Shirley Ayoko, séjourne en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une nouvelle mission de diplomatie préventive, laquelle vise à contribuer à la poursuite normale du processus électoral et à la tenue de l'élection présidentielle le 31 octobre, et ce, dans une atmosphère apaisée. Des échanges qui donnent espoir au candidat Kouadio Konan-Bertin, qui invite au dialogue soutenu. KKB au sortir de ces échanges avec la délégation de la CEDEAO. Donc ça a été juste un rendez-vous d'échange de vues pour apprécier. Nous sommes quasiment à 10 jours des élections. Vous constatez vous-même une montée de la violence sur le terrain. Certainement que la désobéissance civile montre son vrai visage. Chacun a des raisons de s'inquiéter. C'est vraiment regrettable que ce soit toujours les autres qui viennent au secours de la Côte d'Ivoire. Ça dure bientôt 27 ans, 30 ans que ça dure. Ça ne donne pas une bonne image du peuple de Côte d'Ivoire. Il faut nous haïsser à un niveau tellement haut. Comment peut-on comprendre ce qui arrive à notre pays aujourd'hui? Que nous soyons tombés si bas au point de venir chaque fois pour prendre des leçons, des gens qu'on a aidés à relever et tout ça. Est-ce que notre classe politique a conscience de cette situation-là? Pourquoi ne peuvent-ils pas comprendre une bonne fois pour toutes que c'est le dialogue qu'il faut? Nous avons du mal à comprendre. Oufou n'est quand même pas mort avec le génie ivoirien. Je n'ai pas cessé de demander à nos amis extérieurs d'agir de sorte à amener ou ramener tous nos aînés à la table de discussion. Tout est encore possible, on peut discuter, on peut dialoguer. Voilà, qu'est-ce que les uns et les autres reprochent aux uns et aux autres? Il faut insister, il faut aller toujours au dialogue. La délégation ministérielle de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest aura des séances de travail avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko
et les membres du gouvernement. Séance à l'issue desquelles elle produira un communiqué final. Voilà, la délégation ministérielle de la CEDEAO arrivée ce dimanche à Abidjan a également rencontré les candidats Afin Guessan du FPI et Henri Konan Bédié du PDCI. La délégation est conduite par la ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale du Ghana et présidente du Conseil des ministres de la CEDEAO. Et la campagne pour la présidentielle se poursuit dans notre pays. Ce dimanche, 4e jour de la campagne électorale, le candidat du RHDP a mis le cap dans l'ouest ivoirien. Alassane Ouattara, porte-étendard du RHDP, a tenu un meeting précédé d'une rencontre avec les gardiens de la tradition, les cadres et les élus. Le reportage de Ricardo Zama. 4e épisode de campagne présidentielle. Alassane Ouattara prend de la hauteur à Mans, capitale de la région montagneuse du Tonpi, pour élever justement le niveau de son discours de séduction afin de rallier à sa cause le maximum de votants à l'échéance électorale du 31 octobre prochain. Contrairement au bain de foule populaire qu'il a savouré pleinement 2 jours auparavant à Boaké, le candidat du RHDP a misé sur une proximité stratégique en se confiant dès son arrivée à Mans au monarque local, le roi Pascal Gueye. Cadres et élus locaux ont reçu à leur tour le candidat Alassane Ouattara à l'hôtel communal de Mans, après que celui-ci a partagé et salué l'hommage immortel rendu par la municipalité de Mans à son premier ministre de fin, Amadou Gon Coulibaly. À 14h40, chefs de canton, de village, de communautés et guides religieux issus des régions du Tonpi, du Cavalier et du Guémon ont assuré la dernière étape du relais. À toutes ces entités rencontrées, Alassane Ouattara a parlé avec urbanité, mais également et surtout avec beaucoup de conviction et de fermeté. Synthèse d'une journée bien remplie. Vous vous souviendrez que c'est le chef Gueye Pascal qui, à l'occasion des obsèques de feu le Premier ministre Amadou Gon, m'avait demandé d'être candidat. Et donc je suis venu aussi pour le remercier de cette marque de confiance. Nous avons fait beaucoup de choses dans la région des montagnes, y compris l'université de Mans. Nous avons amélioré l'approvisionnement d'électricité en eau potable, en salle de classe, en salle de santé dans ce district. Et je sais que ces peuples qui sont des peuples alliés aux nôtres seront donc manifester leur reconnaissance. Mais j'ai tenu à leur dire que ce à quoi je tiens le plus, c'est la stabilité et la paix en Côte d'Ivoire. C'est pour cela que j'ai accepté d'être candidat, parce que je ne voudrais pas que notre pays tombe dans le désordre, comme d'autres pays. Je les ai assurés que les élections en 2020 vont se passer dans de bonnes conditions. Elles seront apaisées parce qu'elles sont transparentes, elles sont démocratiques. Et je leur ai dit qu'il y a des hésitations pour certains candidats, mais je pense qu'avec le temps, ils comprendront que c'est de leur intérêt, dans l'intérêt national, de venir à ces élections, même s'ils savent qu'ils seront battus parce qu'ils n'ont pas de bilan. Alassane Ouattara en course pour la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Prochaine étape à l'intérieur du pays, Bondoukou et la région du Zanzan. C'était un artisan de la paix. Il n'est plus de ce monde, mais ses œuvres, ses citations restent encore dans nos mémoires. De son vivant, il disait, et je cite, « Nous n'avons qu'un objet de haine, la guerre, qu'une seule obsession, la paix des cœurs, la paix sociale, la paix entre les nations. » C'était une citation de Félix Houphouët-Boigny. Et justement, s'il vivait encore, Félix Houphouët-Boigny, premier président ivoirien, aurait eu 115 ans aujourd'hui. Ce 18 octobre marque la date anniversaire de la naissance du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Les Ivoiriens ne l'oublient pas, une journée pour honorer sa mémoire et mettre en lumière ses valeurs de paix, du pardon, a été organisée ce dimanche. Mamadou Kwasi. 18 octobre 1905, 18 octobre 2020. Félix Houphouët-Boigny aurait eu 115 ans aujourd'hui s'il était encore en vie.
Cette date anniversaire du premier président de la République de Côte d'Ivoire est mise à profit pour sensibiliser la population à la paix et à la non-violence. Une initiative du député de Yopougon, Zie Koulibaly Daouda, qui a mobilisé ses administrés pour leur parler des valeurs qui caractérisaient Félix Houphouët-Boigny. Cette cérémonie a été une occasion pour nous de partager avec l'ensemble de la jeunesse, l'ensemble de nos mamans, les valeurs de l'oufoutisme qui sont la paix et le dialogue à toute épreuve. Pour faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse se réapproprier les outils que Houphouët-Boigny a utilisés pour avoir 40 années de développement. Cette initiative de la promotion de la paix est soutenue par le maire de la commune de Yopougon, Gilbert Koné Kafana, qui exhorte également ses administrés à s'investir pour la cohésion sociale. Le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan s'est aussi adressé aux jeunes et aux femmes en les invitant à être des relais de cette campagne de non-violence. Je demande à la jeunesse ivoirienne et à la jeunesse de Yopougon en particulier où nous sommes de privilégier en toute chose la paix, de ne pas se livrer à des actes de violence parce que ça ne sert à rien. Nous sommes tous des frères et des sœurs, il n'y a que la paix qui puisse nous réunir et nous consolider pour que la Côte d'Ivoire soit une nation plus forte encore qu'auparavant. La paix, cette denrée importante pour le développement et le progrès de la nation ivoirienne, sera le quotidien des populations de la commune de Yopougon, ont-elles promis à leurs élus. La paix est une denrée importante, on sensibilise et on continue de prier pour la paix. L'église du christianisme céleste était en fête ce week-end, une fête de moisson qui s'est transformée en un moment de prière pour la paix dans notre pays. Le représentant du Premier ministre, Claude Sailly, a invité les fidèles à l'union et à la culture de la paix, des prières qu'il souhaite renforcer pour une période électorale apaisée. Mamadou Kwasi. L'église céleste de Dabou en fête. Les fidèles chrétiens célèbrent la moisson, un moment de reconnaissance au Tout-Puissant pour les bienfaits au profit de la communauté, mais aussi pour la Côte d'Ivoire. Un moment mis à profit pour louer le Seigneur, pour la paix en Côte d'Ivoire et surtout pour une période électorale apaisée. L'Éternel Dieu saura faire en sorte qu'il y ait la paix et que la volonté de Dieu se fera pour que notre pays retrouve effectivement cette joie d'être dans cette fraternité vraie que Dieu nous impose pour que le peuple ivoirien soit dans l'amour et dans la paix. Que Dieu bénisse véritablement notre pays. Représentant le Premier ministre Ahmed Bakayoko, parrain de la cérémonie, Claude Sailly s'est félicité de la détermination de l'Église céleste à s'approprier la paix et la préservation de la cohésion sociale. Il exhorte donc tous les religieux à s'impliquer véritablement dans la recherche de la paix. Nous avons un seul pays, c'est de faire en sorte que chacun de nous puisse, dans les antagonismes divers, faire participer activement à l'émergence de la Côte d'Ivoire. La mission qui nous a été assignée est de parcourir les lieux de culte, de venir vers les hommes de Dieu, les guides religieux et leur demander leur onction, leur bénédiction et de faire en sorte que la Côte d'Ivoire, qui a eu son succès grâce à l'agriculture, mais son succès est aussi basé sur la valeur de son élite, mais sur la puissance de la spiritualité. Et qu'à travers leurs prières, nous puissions permettre à la Côte d'Ivoire de s'élever. Claude Sailly a également signifié que le Premier ministre Ahmed Bakayoko reste déterminé à impliquer les leaders religieux dans la recherche de la paix en Côte d'Ivoire pour une nation prospère et développée. Les fidèles ont été mis en mission pour prôner la paix et la culture de la non-violence en cette période électorale. Les ONG sont aussi en campagne en cette période électorale. Ces organisations non gouvernementales écument les villes et hameaux pour une campagne de proximité pour la paix. Le but est bien sûr de faire passer le message de la cohésion pour des élections apaisées, sans violence. Dans la commune d'Agamé, vous allez le voir, des hommes et des femmes de bonne volonté vont à la rencontre des populations. Sidonie Davila. Élections apaisées. L'ONG ICA, Initiative citoyenne pour des élections apaisées, sensibilise. Ce travail-là, nous le faisons pour que notre pays ne sombre pas dans la violence. Nous rencontrons donc les populations, les jeunes, les organisations de jeunesse, les femmes, les leaders communautaires, les leaders religieux, et nous parlons avec tout le monde. Serikba et son équipe sont sur le terrain depuis près d'une semaine. C'est à Adjamé que nous les avons rencontrés. Les membres de l'ONG ICA écoutent les dernières consignes. Pour une action de masse réussie, environ 20 ONG sillonnent le territoire national en cette période électorale. Dans l'ensemble, les populations sont réceptives, mais il n'en demeure pas moins que
Par moment, on a quelques réticences. C'est là que notre mission prend tout son sens et nous ne baissons pas les bras. Élection apaisée, c'est aussi l'un des défis majeurs de la CEI et du PNUD. Les deux institutions sont les initiatrices de cette campagne de sensibilisation des ONG. Je renouvelle également la volonté et la disponibilité du PNUD et de ses partenaires à accompagner l'organisation d'un processus électoral apaisé, inclusif et démocratique. La Commission électorale indépendante voudrait en appeler à l'esprit de civisme, de discipline et de non-violence de tous les candidats, électeurs ou non, pour le déroulement dans un climat apaisé de cette phase sensible du processus électoral. La CEI procède en ce moment à la distribution des cartes d'électeurs. Ces jeunes, hommes et femmes très actifs sur le terrain, ne manquent pas d'appeler les électeurs au retrait de leurs cartes. L'opération débutée le 14 prend fin le 20 octobre prochain. Et en cette période électorale, les initiatives pour consolider la paix se multiplient. Le Super Ebony 2019, Serge Koléa conduit une caravane à travers le pays pour des élections apaisées. La tournée vise à favoriser un climat de non-violence et de fair-play électoral. La caravane déployée à l'intérieur du pays vient justement de faire escale à Daloa pour distiller des messages de paix. Walter Amadou Ouattara. La caravane pour les élections apaisées est en marche. Ambiance carnavalesque pour marquer la première étape qui se tient à Daloa, chef-lieu de la région du Haut-Sassandra. Initiée par Serge Koléa, Super Ebony 2019 et le Club des Amis de la Culture, cette caravane vise à promouvoir la paix et la cohésion sociale. Cette caravane que nous engageons a deux volets. Un premier volet qui est donc la sensibilisation de proximité que nous faisons, et puis un volet qui est la sensibilisation médiatique, pour que le maximum d'Ivoiriens entendent l'écho de la paix. Cette caravane rencontre également l'adhésion des autorités locales et administratives, ainsi que des populations de la cité des Antilopes, venues écouter le message de zéro violence prôné par le Super Ebony pendant cette période électorale. Jeune, engage-toi pour la paix est le thème retenu. Pour des élections apaisées à Daloa, moi je m'engage. Au nom de la paix, l'hymne de cette caravane est exécuté par l'artiste Ras Djenki avec des paroles de Serge Koléa a davantage exhorté les populations de la cité des Antilopes à être des ambassadeurs de la non-violence et du fair-play électoral. Prochaine étape, Zoukoube et Djokwe. L'émissaire de la paix des journalistes de Côte d'Ivoire se rendra ensuite à Bouaké avant de mettre le cap sur Bonois et Abidjan. Voilà, et Serge Koléa, Super Ebony 2019, est membre de la rédaction de RTI 1. Et c'est dans cette ambiance de paix que le ministre du Budget du portefeuille de l'État a signé la lettre d'engagement des directeurs généraux ou responsables des projets des structures sous tutelle de son département. Ces responsables des projets devront tout mettre en œuvre pour atteindre les objectifs assignés, nous rapporte Francis Boifo. Des lettres d'engagement signées par le ministre du Budget du portefeuille de l'État et 4 directeurs généraux des structures sous tutelle. C'est une première. Le budget de l'État dorénavant s'exécute suivant différents programmes. À chaque programme sont assignés des objectifs. Il y a des indicateurs pour apprécier l'atteinte de ces objectifs. Donc la lettre d'engagement, c'est un peu le document qui va, permettez-moi l'expression, contractualiser ou retracer les engagements pris par les responsables du programme devant le premier responsable du département ministériel, engagement d'atteindre donc les objectifs qui ont été fixés. Le budget programme exige des responsables de projet plus de rigueur dans l'exécution des différentes tâches. Nous allons tout mettre en œuvre avec l'ensemble de nos collaborateurs pour atteindre les objectifs à nous assigner dans le cadre de ce programme. Le ministre du Budget et du portefeuille de l'État invite ses collaborateurs à relever les nombreux défis. Les différents programmes, leurs résultats vont être appréciés par la Cour des comptes et il va falloir présenter à la représentation nationale
les résultats qui ont été obtenus avec les ressources qui ont été mises à la disposition des différents programmes. Donc c'est vraiment une étape extrêmement importante qui vient matérialiser en tout cas tout ce processus de... La signature de la lettre d'engagement concerne tous les ministères du gouvernement, à en croire le ministre Moussa Sanogo. Et dans le cadre du Dimanche Magazine de ce 13 présenté par Herman Guivet, il a reçu M. Moussa Mamadou, secrétaire exécutif de l'Observatoire de la qualité des services financiers de Côte d'Ivoire. Ils ont évoqué la question de la contribution de cet organisme rattaché au ministère de l'Économie et des Finances. Je vous propose un extrait pour nous faire une idée ensemble. Alors, l'Observatoire de la qualité des services financiers de Côte d'Ivoire, en abrégé au QSFCI, a été créé en décembre 2016. Par décret présidentiel. C'est un outil de gouvernance qui a 3 missions essentielles. La première mission porte sur la contribution au renforcement de la qualité de l'offre de services, de produits et services financiers de détail. La seconde mission porte sur la protection des consommateurs de ces services et produits. Et l'ultime mission essentielle de l'Observatoire porte sur la contribution à la diffusion de la culture financière. L'Observatoire a vocation à être compétent pour connaître donc des différents, je vais à la limite, qui mettent en présence les établissements financiers, qu'il s'agisse de banques, de compagnies d'assurance, etc., et leur clientèle. Leur clientèle qui sont de 2 catégories. Il s'agit des personnes physiques comme vous et moi, oui, mais il s'agit également d'une autre catégorie, je vais à la limite, d'acteurs, les micros, les petites et les moyennes entreprises. Nous avons innové en mettant en place donc, une application de gestion en ligne donc, des plaintes. Comme je l'ai dit tantôt, c'est des choses qui vont permettre donc, de massifier l'action de l'Observatoire. Ça permet donc à l'Observatoire d'être présent à la fois partout et en tout temps. Et donc, il est possible, donc, via cette lucarne-là, de saisir l'Observatoire, non seulement pour les questions de plainte, mais également, à la limite, pour des questions d'information ou de conseil. Et la Côte d'Ivoire, qui aspire à la paix et au développement, est engagée au plan sanitaire contre le coronavirus. Ce dimanche 18 octobre, on dénombre 22 cas confirmés sur 1239 échantillons prélevés, 38 nouvelles guérisons, 0 décès. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 181 cas actifs. Attention donc à ne pas relâcher dans l'observation des gestes barrières. Préservons notre santé et celle des autres en appliquant scrupuleusement ces gestes simples qui sauvent. L'État continue de déployer son programme d'assainissement et de renforcement de la voirie urbaine des villes de l'intérieur du pays, de Botro et Diabo dans la région de Bouéké, qui ont accueilli ce programme avec le lancement des travaux de bitumage des rues par le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kouako. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le prix du cacao pour la campagne 2020 a été fixé à 1000 francs CFA le kilogramme par le chef de l'État. Du côté du Conseil Café Cacao, les journées de sensibilisation des producteurs continuent. Dans la Maraoué, les producteurs ont répondu présents à toutes les étapes. Kader Sokotoko. Le Conseil Café Cacao est à la rencontre des producteurs de la Maraoué. Première étape à la Nicro, un regroupement de 44 campements. Un message fort dans le propos du directeur général adjoint du Conseil Cacao, le prix de 1000 francs CFA le kilogramme de cacao, tel que décidé par le président de la République Alassane Ouattara, sera appliqué et respecté. Il appartient donc au monde agricole de tout mettre en œuvre pour garantir la paix sociale, seul moyen de faire mieux pour les campagnes à venir. Le prix du cacao est passé depuis 2017 à 700 francs, à 750, à 825 et aujourd'hui à 1000 francs le kilo. En mars 2018, le président Alassane et le président du Ghana se sont entendus pour dire qu'il faut qu'on améliore les revenus des producteurs. Après, à la Nicro, la délégation, avec à son sein le secrétaire d'État Zorobi Epifane Balo, s'est rendue à Ganegoni-Fla, à quelques encablures de Saint-Fra. Le message était identique. Le Conseil Café Cacao a offert dans les différentes localités des kits scolaires pour cette rentrée scolaire. Des travaux de reprofilage lourds effectués par le Conseil Café Cacao ont également été visités.
Et toujours à l'intérieur du pays, le ministre du Budget du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, a entrepris des travaux de rénovation du groupe scolaire centenaire et du lycée moderne Inagoyi de San Pedro. Ancien élève de ces deux établissements scolaires, le ministre Moussa Sanogo veut à travers ce geste offrir de meilleures conditions de travail et d'études au personnel enseignant et aux élèves, nous rapporte notre correspondant sur place, Sam Kona. Le groupe scolaire centenaire et le lycée moderne Inagoyi de San Pedro, rénové par l'un des anciens élèves. Il s'agit du ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo. Cet ancien élève du primaire et du secondaire qui est parti de San Pedro avec un bac C revient en tant que ministre de la République, reconnaissant. Ce n'était que mon devoir et un acte de reconnaissance à l'endroit de ces deux établissements. À ces modestes gestes de réhabilitation, nous voulons offrir au personnel administratif et enseignant en fonction, ainsi qu'aux élèves, nos cadets, de meilleures conditions de travail et d'études. Que ces bâtiments rénovés réjaillissent sur l'inspiration de nos élèves et qu'en fin d'année, les résultats scolaires soient aussi brillants que les murs de nos écoles sont devenus éclatants. Des bâtiments rénovés, des salles de classe bien éclairées, bref, le groupe scolaire centenaire et le lycée moderne Inagoyi, qui étaient dans un état de délabrement avancé, ont aujourd'hui fière allure. De quoi réjouir les élèves, les enseignants et le maire de la commune, Félix Sanoblé, lui aussi ancien élève. Certes, l'école centenaire t'a vu grandir. Le lycée Inagoyi t'a donné la chance d'être parmi les premiers à décrocher un bac C, et pas n'importe lequel. Mais chaque fois qu'on t'a sollicité pour San Pedro, c'est au-delà de nos espérances que tu as répondu présent. Merci, merci infiniment, que Dieu te bénisse. Si nous n'avons pas de lumière, la salle était sale. Nous avons un tout nouveau, tout beau, les carreaux, tout a été rénové. Nous voulons dire merci au ministre. Après la remise des bâtiments rénovés, le ministre Moussa Sanogo a retrouvé sa salle de classe des 6e avec beaucoup d'émotion. Je revois la salle de classe et finalement je la trouve plutôt petite, alors qu'à l'époque je la voyais très grande. Écoutez, c'est vraiment un grand plaisir. Les travaux vont se poursuivre pour une rénovation complète du groupe scolaire centenaire et du lycée moderne Inagoyi, pour le bonheur des élèves. Et on poursuit notre périple direction le royaume du Gabelin, installé dans l'est de la Côte d'Ivoire, qui a un nouveau roi. Nanan Kablan Dié a été intronisé ce samedi selon les us et coutumes à Caen. C'était en présence du représentant du président de la République et devient ainsi le 14e roi du Gabelin. La cérémonie d'intronisation s'est déroulée en présence des filles et fils de la région. Amadou Kwasi. Après cette prestation de serment, Tigori Niamé devient le 14e roi du Gabelin. Après tout le rituel qu'impose la tradition Agni. Son nom de règne est Nanan Kablan Dié II. C'est un homme franc. Je pense qu'aujourd'hui, être à la tête d'une communauté demande de la vérité, de la justice, de l'affabilité et de la magnanimité. Aujourd'hui, c'est une joie pour moi parce que depuis des années, je n'ai jamais vu. C'est ma première fois d'assister et vraiment, je suis dans la joie. Je demande au Seigneur de donner longue vie à notre nouveau roi. C'est une renaissance après la disparition de l'ancien roi. C'est une renaissance pour la famille et pour le royaume. Parce que, comme on le dit dans notre jargon, le roi est mort, vive le roi. Le nouveau roi du Gabelin reçoit les conseils et recommandations de la cour royale. Nanan Kablan Dié II aura pour mission la défense, la protection de tous ses administrés et la promotion de la paix et la cohésion sociale pour le développement et le progrès du royaume du Gabelin. Représentant à la fois le président de la République Alassane Ouattara et le premier ministre Ahmed Bakayoko, parrain de l'événement, le ministre Siandou Fofana, cadre du royaume du Gabelin, a invité tous les fils et filles du Gabelin à l'unir autour du nouveau roi. Que son règne dure et perdure et permette de faire avancer le royaume pour le bonheur des enfants du royaume que nous sommes. Je pense que rien qu'à voir le tableau que nous présentons,
vous devrez comprendre qu'ici, il ne peut exister que la paix. Parce que c'est le royaume de la paix et nos parents nous ont appris à vivre en parfaite cohésion et en toute fraternité. Et c'est solidaire et dans la cohésion toujours renouvelée que nous vivons notre fraternité et que nous partageons cette joie et cette paix. Le 14e roi du Guablé a reçu du président de la République Alassane Ouattara un véhicule de type 4x4 remis par le ministre Siendou Fofana. Le nouveau roi du Guablé était technicien dans une entreprise privée de Korogo. Il est père de 2 enfants. Nana Kablan Dié II succède à Nana Agnini Bilé II, décédé le 8 janvier 2020 et inhumé le 18 septembre dernier. Au terme de la cérémonie d'intronisation, une parade lui a permis de sillonner toute la ville d'Agni Bilé Kro pour communier avec l'ensemble des populations. Cimetières vandalisés, tombes profanées, mais qui sont ces individus qui troublent le repos des défunts? Quelles sont les intentions? Qui sont leurs clients? En tout cas, tous les moyens sont bons pour certaines personnes avides de gains pour se réaliser. Aux grandes dames des familles éplorées, des sépulcres subissent l'assaut d'individus aux intentions sombres. Et ce soir, nous vous proposons une enquête exclusive, le secret des profanateurs des tombes. C'est un dossier signé Ami Sissoko. Dernier préparatif avant l'enterrement dans ce village de la région du Poro. À Foro, situé à une dizaine de kilomètres de Korogo, comme dans l'ensemble des villages de la région, les funérailles sont marquées par un rituel dont la finalité est le repos paisible du défunt. Un repos bien souvent troublé par les profanateurs des tombes au grand désarroi des familles. Je constate le plus souvent quand je travaille qu'il y a des tombes qui ont été profanées. Par qui ou pour quelle cause, ça je ne saurais le dire. Mais très souvent, les tombes sont profanées. On voit ça un peu partout sur toute l'étendue du territoire. On nous rapporte que des gens aussi cherchent des salives, des ossements pour certains faits mystiques. Mais là, c'est des faits que nous ne pouvons pas vraiment confirmer. Les profanateurs de tombes, parlons-en. Ceux-ci ont accepté de lever le voile sur leurs pratiques, mais à certaines conditions. 2 heures du matin dans un cimetière que nous ne nommerons pas pour respecter la parole donnée. Par semaine, il vient ici, une fois, 2 fois. Cet homme a fait de la profanation des tombes un métier qu'il pratique depuis 30 ans. Je l'ai appris avec un mienga. Tu soulèves ta main au-dessus de la tombe et puis tu récites le verset. Le corps sort et puis maintenant tu as 9. De nombreux jeunes s'adonnent à cette pratique. C'est un moyen comme un autre pour eux de gagner de l'argent. Il regarde où les jeunes se réunissent, il regarde et puis il cause avec lui, il commence à lui faire des plaisirs en lui payant des choses, en lui donnant de l'argent, donc il devient son ami pour connaître son intention. C'est à partir de là qu'il va profiter, il va lui poser la question, est-ce que tu peux faire ça pour moi? Puisque l'amitié est déjà alliée, il va le faire pour lui et puis ils vont se faire du sous. On juge le prix, une fois qu'on tombe d'accord, on vient faire du travail pour lui. Souvent c'est de 300 000 à 400 000. Les commandes obtenues, l'étape suivante consiste à se tourner vers les préparateurs mystiques. Généralement, un individu ne se lève pas pour aller faire telle offrande ou tel sacrifice. C'est à partir donc d'une consultation chez un devin qui lui dit « vous avez tel problème » ou « pour ce que vous demandez, il faut faire telle offrande ou tel sacrifice ». Généralement, on ne voit pas les corps être enterrés ou bien ensevelés avec un tissu rouge ou noir. C'est toujours le blanc. Donc pour ne pas que tu portes cette tenue blanche, il te faut justement ce morceau de tissu blanc appartenant déjà à un cadavre. Donc là, tu ne peux plus imiter. C'est comme si tu es vivant, mais tu es déjà mort, les balles ne peuvent rien. Les chenilles, ça c'est pour lancer. Les chenilles se trouvent dans quoi? Dans la chair humaine et dans les plaies. Là, c'est pour te donner une plaie qui ne peut jamais guérir. Même si ce n'est pas les plaies d'une maladie que tu ne peux pas, même la radio ne peut pas détecter. Les clients qui sont de toutes les couches sociales espèrent, avec les différents sacrifices, obtenir certains avantages. Mythe ou réalité? La salive peut donner du bien. Si tu l'emploies, ça c'est pour que au moins que ce soit une autorité ou bien une personne qui est entourée de beaucoup de personnes,
Et chaque fois quand tu parles, c'est bien écouté, on ne peut pas te discuter, ça peut faire ça aussi. Moi-même là, j'ai une amie, quand on était au collège, qui est venue me voir, qu'elle allait voir un marabout, et le marabout a demandé les hommes de cadavres pour pouvoir faire des médicaments pour qu'on puisse avancer, on soit aimé par les hommes. Mais moi j'ai refusé, j'ai dit que je ne peux pas. Devant Dieu, j'ai refusé. Tout ce qui se donne à cette pratique, nous pensons que c'est des pratiques démoniaques, ça ne donne absolument rien. La seule chose qui peut faire réussir l'homme dans cette vie-là, c'est le travail. La profanation existe. À travers nos prêches, dans les lieux publics, nous les interpellons à chaque fois d'arrêter ce genre de pratiques. Le sort dans le corps des humains, pour guérir la personne de son mal, c'est le verset Ayat al-Kursi que nous prenons pour pouvoir traiter la personne à ce qui gagne sa santé. Les autres religionnaires, c'est par la même voie de prière, implorer son Seigneur à ce que la personne gagne sa santé. La science aussi a son explication. Un imam, un pasteur, un prêtre ne va jamais vous recommander, pour réussir une activité, de recourir à des pratiques occultes. C'est contre nature. Alors il reste une seule alternative, n'est-ce pas, dont les tenants sont mitigés, les tenants sont pluriels, où chacun peut s'inscrire assez aisément et plus facilement. Naturellement, on pourrait donc inscrire les éléments dont nous parlons dans ce type de croyance. L'utilisation des organes ou du flux des cadavres n'est pas sans conséquence. La destruction des biens, souvent après une courte période de gloire, et la mort brutale d'un proche, entre autres. Toi, tu fais là, le jour où tu meurs, là, les hyènes viendront prendre ton corps. Mais pourquoi vous le faites alors? Oui, tu as déjà signé le pacte, c'est fini, tu es dedans. On ne peut pas faire marche arrière? Non, si tu fais marche arrière, tu meurs. Il a fait ça au moins 2 ans, quelques mois, et puis il a arrêté. Mais pourquoi tu as arrêté? Il sait que c'est pas bon. À la longue, là, ça peut agir sur moi. Bon. J'ai eu peur d'arriver à un moment. Ça peut agir comment? Ça peut me rendre malheureux même après. Pourquoi? Il peut finir mal. Pareil, venir en petit corps comme ça, d'un être humain comme moi, vraiment, c'est pas bon du tout. Les corps les plus recherchés pour les pratiques occultes sont ceux des accidentés, des femmes enceintes, des bébés et des personnes influentes. Quelqu'un qui est mort dans un accident là, ça c'est très rapide. La quête des organes se fait par moments, bien avant l'inhumation. Les thanatopracteurs sont alors sollicités. C'est les hommes qui demandent, je veux telle partie du corps. C'est qu'on leur dit, c'est pas possible. Quelqu'un qui a mis son corps chez vous, comment tu peux lui donner une partie? Il y a eu un décès tragique. Quelqu'un qui a été brûlé vif. J'étais encore à la mort, je n'étais pas retraité. Mais il y a des gens qui venaient, qui demandaient les nerfs de ce corps. En fin de compte, énervé, je leur ai dit, bon, je peux vous donner le corps si vous voulez, si vous pouvez vous enlever. Mais un corps calciné, quand j'ai enlevé, non, la plupart a fui. La profanation des tombes et des corps ne laisse pas indifférents, responsables de pompes funèbres et de cimetières. Dans les morgues, des dispositions sont prises pour freiner ces pratiques. Si un corps se perd, mais où tu vas aller retrouver le corps? Ou un parent vient dire qu'il y a un organe qui est parti. Comment est-ce que tu vas faire? D'abord, la conscience professionnelle même est le premier gardien. J'avais 19 ans, je suis là. Jusqu'à présent, il n'y a jamais de problème avec moi. Oui. Dans les cimetières, il y a beaucoup à faire pour freiner ces pratiques. En cause, l'accès facile et l'insuffisance des mesures de sécurité. Les gardiens y sont bien souvent peu nombreux. Je n'ai jamais su que j'allais jusqu'au cimetière pour déterrer les corps pour le faire. Ça, je n'ai jamais su. Ça veut dire qu'il y a des raisons de chercher à refaire la clôture du cimetière, à sécuriser le cimetière et à y mettre un gardien. Ça, c'est important. Les profanations des tombes et des corps pour pratiques occultes sont une réalité dans le pays, si l'on s'en tient aux différents témoignages. Mais ces pratiques et croyances aident-elles vraiment à aller de l'avant? Le mystère entretient la survivance de ce marché occulte de la mort qui trouble le repos et la paix des âmes de nos défunts. Que tous nos morts reposent en paix dans le secret de la profanation des tombes,
Un dossier réalisé par Ami Sissoko. Je vous propose le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Qu'est-ce qui a marqué l'actualité internationale cette semaine? Le tour du monde en 7 jours, c'est avec Sidonie Davila. L'attaquant vedette de la sélection portugaise ne jouera pas contre la Suède en Ligue des Nations, a indiqué la Fédération portugaise de football dans un communiqué. Cristiano Ronaldo a été testé positif au Covid-19. Une double attaque au Mali, au moins 12 civils et 11 militaires tués. Ces attaques surviennent quelques jours après la libération de 4 otages. Couvre-feu à Paris et dans plusieurs métropoles pour tenter de réduire la propagation du coronavirus en France, a annoncé Emmanuel Macron. Selon le président français, le couvre-feu débute le samedi 17 octobre à minuit et doit être respecté de 21h à 6h du matin pendant 4 semaines. Le G20 a annoncé lors d'une réunion virtuelle présidée par l'Arabie saoudite une extension de 6 mois du moratoire sur la dette des pays les plus pauvres, durement affectés par la pandémie de Covid-19. L'ancien président français Nicolas Sarkozy a été mis en examen pour la 4e fois dans l'affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007. Aux États-Unis, à l'approche de la présidentielle, le président républicain Donald Trump multiplie les attaques et les accusations contre son rival démocrate au cours des meetings tenus ce samedi. Ce dimanche se déroule en Guinée le premier tour de l'élection présidentielle. Après une campagne mouvementée, plus de 5,4 millions de Guinéens sont appelés à choisir entre 12 prétendants. Et ainsi va le monde. Merci de nous avoir suivis. L'actualité revient à 23h avec Koné Abdoulaye. Demain 20h, retrouvez Kolo Klubali. Je vous souhaite la paix, l'amour et le bonheur. Prenez soin de vous.